combien de fois un empire peut-il mourir ? Rome tomba une fois et ne se releva jamais. La Perse s'évanouit dans la poussière, Babylone n'est plus qu'un écho. Mais il existe une civilisation qui a défié la logique de l'histoire, une civilisation qui a appris à mourir pour renaître plus forte. La Chine, la seule civilisation sur Terre à être morte et à avoir renaît plus de fois que n'importe quel empire connu. Chaque effondrement semblait définitif, chaque chute la fin. Et pourtant, sans cesse, elle est revenue. Tel un phénix de jade et de sang renaissant de ses cendres. Pourquoi ? Comment un empire peut-il se déchirer, sombrer dans le chaos et la guerre ? Et puis, comme par magie, faire surgir une ère nouvelle et brillante de ses ruines. Ce n'est pas de la magie, c'est un schéma, un cycle caché, une loi non écrite qui a régi le destin de ce géant pendant 4000 ans. Aujourd'hui, vous ne verrez ni dates ennuyeuses, ni listes interminables d'empereurs. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ce code secret, le schéma caché du géant éternel. Je suis Amun-Ka, et voici le secret du cycle qui a maintenu la Chine en vie pendant 4 millénaires. Un secret qui commence, comme tous les grands mystères, par un pacte entre le ciel et la terre. Imaginez ceci, un contrat divin, un accord non écrit sur aucun parchemin, mais connu de chaque souverain. On l'appelle le mandat du ciel. Et c'est la force invisible qui a régi l'ascension et la chute des dynasties depuis la nuit des temps. Un empereur ne règne que tant que le ciel le permet. Il gouverne avec sagesse et vertu et la terre prospère sous son règne. Les rivières regorgent de poissons, les champs donnent des récoltes abondantes et le peuple vit en harmonie. Mais que se passe-t-il si l'empereur se corrompt ? S'il oublie son peuple, s'il est consumé par le luxe et la paranoïa, si la justice devient une cruelle farce. Alors, le ciel parle, non pas avec des mots, avec des signes, des inondations qui ravagent des villages entiers, des sécheresses qui réduisent les greniers en poussière, des tremblements de terre qui ébranlent les fondations du palais. Et puis, retentit le son le plus redouté de tout tyran, le rugissement de la rébellion. Vous comprenez ? Pour eux, il ne s'agissait pas de simples tragédies naturelles. C'était des verdicts. Le ciel avait retiré son mandat, l'empereur avait échoué. Et l'effondrement, ce moment de chaos et de douleur absolue, n'était pas un accident. C'était un message, une réinitialisation forcée, la préparation du terrain pour une nouvelle semence. Voici la clé que peu de personnes hors de Chine comprennent. Leur histoire n'est pas une ligne droite ascendante, c'est une spirale, un cycle éternel de mort et de renaissance dicté par cette loi céleste. Et pour la voir à l'œuvre, il nous faut remonter au premier grand effondrement, moment où tout a commencé. Soyez attentifs à la suite, car c'est là que l'histoire devient stupéfiante. Imaginez un contrat non pas écrit sur du papier, mais dans les cieux, un pacte aussi ancien que le fleuve jaune et le Yangtze. Les Chinois l'appelaient le mandat du ciel, Tianming, et il est la clé absolue pour tout comprendre. Ce n'était pas un droit divin comme dans d'autres civilisations, non, c'était un prêt. Un empereur régnait parce que le ciel lui avait prêté son autorité. Le prix à payer ? La vertu, la sagesse, la bienveillance, gouverner pour le peuple et non contre lui. Tant qu'il agissait ainsi, le monde reflétait cette harmonie. Les récoltes étaient abondantes, les rivières coulaient librement, les frontières étaient sûres. La paix et la prospérité étaient la preuve visible de l'approbation du ciel. Mais que se passerait-il si l'empereur devenait avide, faible, cruel ? Que se passerait-il si les impôts augmentaient jusqu'à ruiner les paysans, si ses concubines comptaient bonnes plus que ses conseillers, si la cour gangrenait les intrigues et le luxe ? Alors,
le ciel lui tourna le dos, et sa désapprobation ne fut pas un murmure. Ce fut un coup dur. Des inondations qui engloutirent des villages entiers, des sécheresses qui transformèrent la terre en un désert craquelé, des invasions de sauterelles qui anéantirent jusqu'à l'espoir. On ne les considérait pas comme des catastrophes naturelles. C'étaient des avertissements célestes, des signes que le pacte était rompu, et si l'empereur, aveuglé par son arrogance, ignorait ces signes, l'étape suivante survenait. Le peuple, les affamés, les désespérés, ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Ils se soulevèrent. Des rébellions jaillirent des rizières menées par des paysans qui brandirent le véritable étendard de la révolution. Le ciel n'est plus avec lui. Il est avec nous. Comprenez-vous le génie de ce système ? Il légitima la rébellion. Il transforma le paysan enragé en instrument du cosmos. L'effondrement, ce moment de violence chaotique et de destruction apparente, n'était pas un échec du système. C'était le système à l'œuvre, c'était le mécanisme d'autorégulation le plus brutal et le plus efficace jamais conçu. Le ciel retira son mandat. L'Empire s'effondra, non par accident ni par malchance, mais par un verdict divin, une purge nécessaire. L'ancien ordre, pourri jusqu'à la moelle, fut balayé pour faire place à un nouveau, censé se réaligner sur la vertu et le ciel. C'est pourquoi la Chine ne chuta jamais comme Rome. Elle renaquit, se reconstruisit. Chaque dynastie renaissant de ses cendres ne se considérait pas comme un nouvel empire, mais comme la restauration du même empire céleste sous un nouvel administrateur. Le vase d'argile se brisa, mais l'essence, le mandat, fut transmise. Voilà la pièce maîtresse du puzzle, la raison pour laquelle ils purent chuter encore, et encore sans disparaître. Car la chute elle-même était intégrée à leur vision du monde, partie intégrante du cycle naturel des choses, comme les saisons. L'hiver devait venir pour que le printemps puisse advenir, et le premier hiver, le premier qui mit véritablement cette règle à l'épreuve, fut aussi brutal que légendaire. La chute des Shang. C'est là que la théorie se heurta à la réalité et qu'un groupe d'individus audacieux sut mieux que quiconque déchiffrer les signes du ciel. Les Shang possédaient tout. Ils maîtrisaient l'art du bronze avec une perfection quasi magique, forgeant des armes et des vases rituels d'une beauté terrifiante. Leur roi communiquait avec les dieux par l'intermédiaire d'oracles gravés dans l'os, persuadés de détenir le monopole du pouvoir céleste. Ils se sentaient invincibles, éternels, mais le ciel commença à leur imposer des épreuves qu'ils ne pouvaient régler. D'abord vinrent les famines. Les fleuves, sources de vie depuis toujours, débordèrent avec une violence inouïe, emportant récoltes et villages. Puis vinrent les sécheresses qui transformèrent la terre en un paysage aride et désolé. Les épidémies arrivèrent, et avec elles le mécontentement. Les paysans, ces mêmes personnes qui, le dos courbé, avaient soutenu le luxe de la cour Shang, commencèrent à murmurer. Les royaumes voisins, jadis soumis, sentirent sa faiblesse et commencèrent à contester son autorité. Le ciel criait au secours, mais le dernier roi Shang, dit Jin, un homme rongé par la paranoïa et la décadence, était trop occupé à inventer des tortures et à s'enivrer dans son jardin de viande fraîche pour entendre. Cela vous rappelle quelque chose ? Un dirigeant déconnecté de la réalité, replié sur lui-même, se prenant pour un dieu intouchable, tandis que le monde s'écroule autour de lui. L'histoire se répète, inlassablement. Au milieu de ce chaos, une nouvelle puissance émergea de l'Ouest, les Zhou. Moins riches que les Shang, leur bronze était moins raffiné, mais ils possédaient une arme bien plus puissante, une idée dont l'écho résonnerait pendant des millénaires. Les Zhou ne se contentèrent pas d'attaquer le roi Shang, ils s'attaquèrent à sa légitimité. Ils proclamèrent haut et fort que le ciel, Tian, avait retiré son autorité aux Shang en raison de leur corruption et de leur cruauté, et que désormais ce même ciel leur accordait sa faveur. La preuve, leur victoire militaire.
Un cycle, certes, mais une victoire éclatante. Ce n'était pas qu'une simple conquête, c'était une révolution idéologique. Les Zhou ne se présentèrent pas comme des envahisseurs, mais comme les instruments du ciel, comme les restaurateurs d'un ordre cosmique que les Shang avaient brisé. Ce récit transforma une simple lutte de pouvoir en une croisade morale. Il légitima les rebelles. Il insuffla à chaque soldat Zhou la conviction de se battre pour une cause plus noble que le pillage. Il se battait pour l'ordre de l'univers. Et cela fonctionna. Les armées Shang, démoralisées et ayant le sentiment de lutter contre le ciel lui-même, s'effondrèrent. Le roi Di-Chin, abandonné de tous, finit par incendier son propre palais, consumé par les flammes de son arrogance. Ainsi commença la première grande reconstruction chinoise. Les Zhou ne retombèrent pas sur leur laurier. C'est essentiel, ils en tirèrent des leçons. Ils s'inspirèrent de la structure Shang et l'améliorèrent. Ils mirent en place un système de gouvernement décentralisé fondé sur des fiefs fidèles à la couronne, étendant leur influence comme une toile d'araignée. Ils formalisèrent l'idée du mandat du ciel, l'inscrivant dans chaque discours, chaque rituel, l'aggravant dans la conscience collective. Régner est un don du ciel, non un droit inaliénable. L'échec entraîne la chute. Ce fut une renaissance, fruit d'une leçon apprise dans le sang et le feu. Un empire s'écroule et un autre le remplace pour corriger ses erreurs, pour se réaligner sur la vertu céleste. Ce modèle établi ici dans la poussière et la victoire des Zhou allait devenir le scénario que la Chine suivrait sans cesse. Mais aucun empire n'est immortel, pas même celui qui fut nourri des meilleures idées. Avec le temps, la toile des Zhou commença à se défaire. Les fiefs lointains et puissants commencèrent à se considérer davantage comme des rivaux que comme des alliés. L'autorité centrale s'évanouit comme fumée et le monde entra dans une nouvelle phase de chaos, plus sauvage et inventive encore. Une phase où la guerre serait menée non seulement pour le pouvoir, mais pour l'âme même de la Chine. La puissance jadis immense des Zhou commença à s'estomper. Les seigneurs féodaux, retranchés dans des territoires lointains, accumulèrent tant de pouvoir qu'ils commencèrent à se demander à quoi bon un roi. La loyauté s'effrita. L'autorité centrale devint un fantôme, un écho vint dans une cour que plus personne n'écoutait. Le mandat du ciel ne fut pas retiré d'un seul coup. Il s'effrita lentement et douloureusement comme un vase de céramique fine qui se fissure jusqu'à se briser en 1000 morceaux. Ainsi, l'ordre se brisa. Non pas en 2 morceaux, mais en dizaines. Les fiefs féodaux devinrent des royaumes autonomes et ces royaumes des bêtes avides de territoire et de pouvoir. La période des printemps et automnes était née, un nom poétique pour un âge de fer et de trahison. Mais ce n'était que le prélude, les tensions s'exacerbèrent, les alliances devinrent aussi fragiles que la glace et le conflit éclata sous sa forme la plus pure et la plus impitoyable, la période des royaumes combattants. Imaginez la carte de la Chine non pas comme un empire, mais comme un échiquier sanglant où 7 grands acteurs, Qin, Chu, Qi, Yan, Zhao, Wei et Han, déplaçaient des armées dizaines de milliers d'hommes. Il ne s'agissait pas de simples escarmouches, c'étaient des guerres totales. La cavalerie de Zhao, les épées d'acier de Shu, l'infanterie de Qin. La technologie militaire progressait à un rythme effréné, mue par l'impératif absolu de survivre. La diplomatie était un art de la tromperie. Traité signé le jour et violé la nuit, ambassadeurs empoisonnés, trahison entre pères et fils. Le monde connu était devenu un terrain d'expérimentation pour l'ambition humaine à l'état pur. Mais au milieu de ce chaos, au milieu du grondement des chars de guerre et des cris des mourants, un son inattendu s'éleva, celui de la philosophie. Car lorsque l'ordre politique s'effondre, l'esprit humain cherche désespérément un nouvel ordre intellectuel. L'effondrement ne détruit pas seulement les palais, il ouvre un vide, un abîme de sens qu'il faut combler.
Et de cet abîme émergèrent les lumières qui allaient à jamais définir la pensée chinoise. Des sages, des maîtres et des érudits errants parcouraient les routes poussiéreuses entre les royaumes, chacun porteur d'une réponse, chacun porteur d'un outil pour reconstruire un monde brisé. Confucius contempla le chaos et y vit une société qui avait oublié ses fondements. Il ne proposa pas une révolution, mais une restauration. Sa philosophie était un manuel de reconstruction sociale. Respect des ancêtres, loyauté envers le souverain, piété filiale, hiérarchie harmonieuse. C'était un ciment moral pour recoller les morceaux d'un vase brisé. Son outil ? La vertu. Lao Tse observa le même chaos et parvint à la conclusion inverse. Pour lui, le problème résidait précisément dans la tentative d'imposer l'ordre, l'obsession du contrôle, de la planification et de la guerre. Il proposait de suivre le cours naturel des choses, d'embrasser le Tao, la voie naturelle de l'univers, de gouverner sans intervenir, de laisser les choses trouver leur équilibre. C'était une philosophie pour reconstruire l'esprit individuel brisé par les conflits incessants. Son outil, la spontanéité. Et puis, il y avait l'école légiste. Ses membres se moquaient de la vertu et de la spontanéité. Ils observaient loin le monde et constataient qu'une seule chose fonctionnait, la loi. Des lois claires, des récompenses considérables pour l'obéissance et des châtiments si brutaux pour la désobéissance que personne n'oserait les enfreindre. Pour eux, la reconstruction ne venait pas du cœur de l'homme, mais d'un système de pouvoir aussi froid, précis et implacable qu'une machine. Leur outil, la peur. Chacune de ces philosophies était une expérience. Des groupes de réflexion rivalisaient d'ardeur pour répondre à la grande question « Comment reconstruire un empire dévasté ?» Il ne s'agissait pas d'exercices académiques abstraits, c'étaient des outils de survie, des armes intellectuelles pour la plus grande reconstruction que la Chine ait jamais connue. Les différents royaumes en adoptèrent des éléments, les testèrent, échouèrent et en tirèrent des leçons. C'était un bouillonnement intellectuel que seule la chaleur d'un effondrement total peut engendrer. Mais à l'ouest, dans le royaume froid et agressif de Chine, le débat n'intéressait personne. Ils avaient choisi leur outil, et c'était le plus puissant de tous. Tandis que les sages parlaient de vertu et d'harmonie, les Qin affûtaient leurs épées et renforçaient leurs lois. Ils comprenaient en ce cycle mieux que quiconque. Ils raisonnaient ainsi: si le ciel ne l'ordonne pas, nous le construirons nous-mêmes. Et ils le construiraient avec les matériaux les plus durs à leur disposition, le fer, le sang et une volonté de faire. L'hiver philosophique touchait à sa fin, et la tempête Qin était sur le point de commencer. Regardez vers l'ouest, vers les montagnes. Là, dans le plus agressif et le plus discipliné des 7 royaumes, la philosophie n'était pas la norme, elle était forgée. Face à l'effondrement généralisé, Chine avait choisi sa réponse, et ce n'était ni la vertu confucéenne ni la souplesse taoïste. C'était la loi, une loi immuable, appliquée avec une précision mathématique. Les légistes étaient au pouvoir et leurs recettes pour la reconstruction étaient simples. Un État fort implique un dirigeant fort. Un dirigeant fort implique des lois inflexibles, et des lois inflexibles engendrent la peur. Imaginez une machine de guerre parfaite. Chaque citoyen, un rouage. Chaque soldat, un outil tranchant. Sous le roi Zheng, Qin devint précisément cela. Un État où la moindre désobéissance pouvait entraîner la mort pour vous et toute votre famille. Où les soldats décapitèrent leurs ennemis, non par bravoure, mais pour des promotions calculées. Plus de têtes coupées, plus le grade était élevé. Où les paysans étaient récompensés pour leur production de céréales et punis d'esclavage en cas d'échec. C'était brutal, c'était impitoyable. Et ça fonctionnait. Tandis que les autres royaumes débattaient, complotaient et formaient des alliances instables, Qin avançait.
Son armée, standardisée jusqu'au moindre clou de ses arbalètes, était une vague de fer et de détermination. Ils conquirent royaume après royaume, non seulement grâce à leur supériorité militaire, mais aussi grâce à une stratégie dévastatrice. Diviser, corrompre, régner. Ils soudoyaient les ministres de leurs rivaux, répandaient des rumeurs qui empoisonnaient les cours de l'intérieur et puis, lorsque la confiance était rompue, ils frappaient avec une force écrasante. L'unification de la Chine sous Qin n'était pas une négociation, c'était l'anéantissement. C'était le bruit des épées d'acier fendant les swarnes des États de rivaux. C'était la fin de 70 ans de guerre totale. Et lorsque la poussière retomba, un seul homme se dressait encore au milieu de millions de cadavres. Qin Shi Huang, le premier empereur. Pour la première fois depuis des siècles, la Chine était unie, forcée, soudée par la terreur et l'ambition, mais unie. Il comprenait ce cycle à sa manière. Il savait que l'effondrement de la dynastie Zhou était dû à la faiblesse et à la décentralisation. Aussi, sa reconstruction serait-elle l'inverse, une centralisation absolue. Un seul code juridique pour tous, une seule monnaie, une seule écriture, une seule largeur pour les chars afin que les routes sillonnent l'Empire comme des veines de pouvoir. Il commença même à unifier les remparts des royaumes en une seule muraille monstrueuse, la première version de ce qui deviendrait la Grande Muraille pour repousser les barbares et garder ses sujets à l'intérieur. C'était la première véritable unification, un colossal rempart. Qin avait pris le chaos sans fin des royaumes combattants et l'avait comprimé, avec une force immense, en un bloc unique, compact et obéissant. Il prouva qu'il était possible de gouverner toute la Chine d'une main de fer. Mais cette main de fer avait un prix, et le ciel en prenait note. La reconstruction de Qin était fondée sur la peur, non sur la vertu, et un empire bâti uniquement sur la peur est comme un vase de fer qui, au moindre choc, ne se fissure pas. Il se brise. Qin Shi Huang, obsédé par la mort et l'éternité, brûla les livres de philosophie qui remettèrent en question son autorité, enterra vivants les lettrés qui avaient osé le critiquer et réduisit des millions d'esclaves pour construire son palais et son tombeau. Il gouverna d'une main si dure qu'il finit par étouffer son propre peuple. Le ciel réagit avec ses instruments habituels, des révoltes paysannes qui éclatèrent comme une fureur contenue à la mort de l'empereur. Sa dynastie, conçue pour durer 10 000 générations, s'effondra en à peine 15 ans. L'expérience légaliste s'était révélée trop efficace et trop fragile. Le fer peut s'unir, mais sans souplesse, il se brise. La reconstruction de Qin était monumentale, nécessaire, historique, mais incomplète. Il lui manquait quelque chose, il lui manquait une âme. De ces cendres fumantes, de cet échec retentissant, naîtrait la dynastie qui trouverait l'équilibre parfait. Celle qui tirerait les leçons de la brutalité de Qin sans en répéter les erreurs. Celle qui prendrait le fer et l'envelopperait de soi. L'expérience de fer de Qin Shi Huang fut aussi brillante que brève. Il avait forgé une Chine unifiée, certes, mais il l'avait soudée par la terreur, et la terreur est un ciment qui se fissure au premier choc. Le premier empereur, obsédé par le contrôle de tout, même du ciel, croyait pouvoir dompter le mandat divin par la seule force de sa volonté. Il brûla les livres des sages qui contestaient son autorité, fit enterrer vivants des philosophes et réduisit des millions d'esclaves pour ériger son palais et son tombeau colossal. Il gouverna d'une main de fer au point d'étouffer son propre peuple. Le résultat, un empire tendu comme la corde d'un arc, prêt à se briser au moindre faux pas. Et c'est ce qui arriva. À la mort de Qin Shi Huang, le ciel fit entendre la voix que les tyrans connaissent le mieux, celle des affamés et des désespérés. Des révoltes paysannes éclatèrent de toutes parts. 2 hommes symbolisèrent cette fin. Chen Sheng, un paysan qui mena une rébellion pieds nus et armé de bâtons, criant qu'il valait mieux être un faisan au vol court qu'une poule en cage. Et Xiang Yu, un aristocrate brutal qui rêvait de retrouver les anciens royaumes.
L'armée Qin, jadis invincible, se retrouva à combattre des fantômes surgis de la terre même. La dynastie conçue pour durer 10 000 générations s'effondra en à peine 15 ans. Le prix du pouvoir absolu avait été payé. La peur n'engendre pas la loyauté, seulement une haine sourde qui attend son heure. Mais de ces cendres fumantes, de cet échec retentissant, émergea quelque chose de nouveau. Un chef avisé, un homme d'origine modeste nommé Liu Bang, ancien officier subalterne du régime Qin. Il avait compris la leçon. Il avait vu le fer pur se briser et il savait que la reconstruction suivante exigerait plus que de la force, elle exigerait de la sagesse. Après une guerre civile féroce, Liu Bang sortit victorieux, non pas en despote, mais en premier empereur de la dynastie Han. Et avec lui, la Chine non seulement renaîtrait de ses cendres, mais retrouverait enfin son âme. Les Han contemplèrent le corps encore chaud de Qin, et n'y virent pas seulement un ennemi vaincu. Ils y virent un exemple flagrant d'erreur. Leur reconstruction serait la plus sage, la plus durable, la définitive. Ils prirent la structure de fer créée par Qin, l'unification, la bureaucratie centrale, l'écriture commune, et l'enveloppèrent de soi. De soi, de la pensée confucéenne. Là où Qin employait la punition, les Han privilégiaient la vertu. Là où Qin instaurait la peur, les Han offraient l'éducation et le mérite. Ils instaurèrent des examens impériaux pour sélectionner leurs fonctionnaires, non par la naissance, mais par le savoir et la sagesse. Ainsi, le fils d'un paysan pouvait, par ses études, accéder à l'administration d'une province. C'était une révolution. Sous la dynastie Han, la Chine ne se contenta pas de se reconstruire. Elle connut un essor sans précédent. La route de la soie s'ouvrit, reliant Xi'an à Rome et transportant soie, porcelaine et épices à travers déserts et montagnes. L'invention du papier révolutionna l'administration et la culture. Les astronomes calculèrent déjà les mouvements planétaires avec une précision stupéfiante. Des historiens comme Sima Qian rédigèrent la grande chronique de la civilisation chinoise, garantissant ainsi que nul n'oublierait les leçons du passé. Cette reconstruction reposait sur l'équilibre, la force de Qin tempérée par la sagesse de Confucius, un géant à la pensée éclairée. Pendant 4 siècles, les Han démontrèrent qu'un empire pouvait renaître non seulement plus fort, mais aussi plus sage. Il devint le modèle que toutes les dynasties futures aspireraient à imiter. Mais même l'équilibre le plus parfait peut se rompre. Et lorsque les Han s'effondrèrent, ce fut de la manière la plus dramatique et légendaire qui soit, non pas dans un murmure, mais par un séisme qui allait scinder l'âme de la Chine en 3. L'expérience du fer de Qin Shi Huang fut aussi brillante que brève. Il avait certes forgé une Chine unifiée, mais il l'avait cimentée par la terreur. Et la terreur est un ciment qui se fissure à la moindre secousse. Le premier empereur, obsédé par le contrôle absolu, même du ciel, croyait pouvoir dompter le mandat divin par la seule force de sa volonté. Il brûla les livres des érudits qui contestaient son autorité, fit enterrer vivants des philosophes et réduisit des millions d'êtres humains en esclavage pour construire son palais et son tombeau colossal. Il gouverna d'une main de fer au point d'étouffer son propre peuple. Le résultat, un empire tendu comme la corde d'un arc, prêt à se briser au moindre faux pas. Et il en fut ainsi. À la mort de Qin Shi Huang, le ciel parla d'une voix que les tyrans connaissent le mieux, celle des affamés et des désespérés. Des révoltes paysannes éclatèrent de toutes parts. 2 hommes symbolisèrent à la fin. Chen Sheng, un paysan qui mena une rébellion pieds nus et armé de bâtons, criant qu'il valait mieux être un faisan au vol court qu'une poule en cage, et Xiang Yu, un aristocrate brutal qui rêvait de retrouver les anciens royaumes. L'armée Qin, jadis invincible, se retrouva à combattre des fantômes surgis de la terre même. La dynastie conçue pour durer 10 000 générations s'effondra en à peine 15 ans. Le prix d'un règne de fer avait été lourd. La peur n'engendre pas la loyauté, seulement une haine sourde qui attend son heure.
Mais de ces cendres fumantes, de cet échec retentissant, émergea quelque chose de nouveau. Un dirigeant avisé, un homme d'origine modeste nommé Liu Bang, ancien officier subalterne de l'administration Qin. Il avait compris la leçon, il avait vu comment le fer pur pouvait se briser, et il savait que la reconstruction exigerait plus que de la force, elle exigerait de la sagesse. Après une guerre civile féroce, Liu Bang sortit victorieux, non pas en despote, mais en premier empereur de la dynastie Han. Et avec lui, la Chine non seulement renaîtrait de ses cendres, mais retrouverait enfin son âme. Les Han contemplèrent le corps encore chaud de Qin et n'y virent pas seulement un ennemi vaincu. Ils y virent un exemple flagrant d'erreur, leur reconstruction serait la plus intelligente, la plus durable, la définitive. Ils prirent la structure de faire créer par Qin l'unification, la bureaucratie centrale, l'écriture commune et l'enveloppèrent de soi. De soi, de la pensée confucéenne, là où Qin employait la punition, les Han privilégièrent la vertu. Là où Qin instaurait la peur, les Han offraient l'éducation et le mérite. Ils instaurèrent des examens impériaux pour sélectionner leurs fonctionnaires, non par lignage, mais par savoir et sagesse. Ainsi, le fils d'un paysan pouvait, par l'étude, accéder à l'administration d'une province. C'était une révolution. Ce fut la naissance de la méritocratie, un système qui récompensait le talent plutôt que la naissance. La bureaucratie Han devint l'épine dorsale des lettrés fonctionnaires, les mandarins, qui gouvernaient selon un code d'éthique et de devoirs confucéens. L'État n'était pas une machine de contrôle, mais une institution dédiée au bien-être du peuple. Ils réduisirent les mafias et réduisirent les impôts, redistribuèrent les terres et encouragèrent l'agriculture. Le ciel, voyant cette vertu, répondit par la prospérité. Des récoltes abondantes, une population croissante et des frontières stables. Mais le véritable génie des Han ne résidait pas dans leur repli sur eux-mêmes. Ils se tournèrent purement vers l'extérieur. Sous l'empereur Wu, visionnaire aussi ambitieux que pragmatique, la Chine étendit son influence sur le monde. Le général Zhang Qian traversa des déserts mortels et des montagnes infranchissables, ouvrant une route qui allait changer l'histoire à jamais, la route de la soie. Soudain, Chang'an, la capitale Han, devint le centre du monde. Des soies valant leur pesant d'or, du jade de Khotan, de l'ambre de la Baltique, du verre de Rome et des épices d'Inde affluaient sur ces marchés. Il ne s'agissait pas seulement de commerce, ce fut le premier Internet de l'histoire, un échange d'idées, de religions, de technologies et de cultures qui enrichit la Chine plus que n'importe quel butin de guerre. Et tandis que ces caravanes sillonnaient le monde, ces érudits le déchiffraient. Ils inventèrent le papier, un matériau bon marché et durable qui démocratisa le savoir et permit à la bureaucratie de fonctionner avec une efficacité sans précédent. Les astronomes Han calculèrent entre l'année solaire avec une précision étonnante, créèrent des cartes stellaires détaillées et inventèrent même un sismographe primitif pour prédire les tremblements de terre. L'historien Sima Qian composa les mémoires du grand historien, une œuvre monumentale qui non seulement relatait les événements, mais en tirait aussi des leçons morales, devenant le miroir dans lequel toutes les dynasties futures se reflèteraient. Ce fut la reconstruction définitive. Les Han ne se contentèrent pas de réparer un empire brisé, ils l'améliorèrent. Ils trouvèrent l'équilibre parfait entre la force unificatrice de Qin et la sagesse morale de Confucius. Ils créèrent un modèle si résilient, si adaptable, qu'il devint le modèle d'or, le rêve auquel chaque dynastie ultérieure aspirerait. Ils prouvèrent qu'un empire pouvait renaître de ses cendres, non seulement plus fort, mais aussi plus intelligent, plus cultivé et plus connecté au monde. Pendant 4 siècles, les Han furent le cœur battant de la civilisation. Mais voici le paradoxe, l'ironie que le ciel réserve toujours. Même l'équilibre le plus parfait est voué à se briser. Aucun règne ne dure éternellement. La vertu même qui fit leur grandeur sema les germes de leur déclin.
les grandes familles de propriétaires terriens enrichis par le système commencèrent à accumuler un pouvoir rivalisant avec celui de l'empereur. La cour fut gangrenée par les intrigues d'eunuques et les luttes intestines. Les impôts pesèrent à nouveau lourdement sur les paysans et le ciel, une fois de plus, se mit à envoyer des signes. Peste, inondations, famine. La dynastie, qui avait tiré toutes les leçons de l'effondrement, était sur le point de donner une leçon magistrale sur la chute d'un géant, et elle ne le ferait pas dans un murmure, mais dans une explosion si cataclysmique qu'elle déchirerait l'âme de la Chine en 3 morceaux sanglants et légendaires. La splendeur des Han, comme tout ce qui atteint son apogée, portait en elle les germes de sa propre destruction. La même méritocratie qui avait engendré une bureaucratie brillante donna également naissance à de puissantes familles de propriétaires terriens qui, avec le temps, commencèrent à agir comme des États dans l'État. La cour était gangrenée par les intrigues des eunuques qui tissaient des réseaux de pouvoir dans l'ombre et des factions de fonctionnaires luttaient davantage pour leur propre intérêt que pour le bien de l'Empire. Le ciel qui avait souri aux Han pendant 4 siècles commença à se montrer hostile. Des inondations ravagèrent la vallée du fleuve jaune, des invasions de sauterelles dévorèrent les récoltes et la famine sema à nouveau la terreur. Le pouvoir se fissurait, et puis ce fut l'explosion. Ce n'était pas une rébellion conventionnelle, c'était un tsunami de rage drapé de foi. Les turbans jaunes, menés par le mystique Zhang Jue, promirent une nouvelle ère de justice sous le ciel. Des millions de paysans désespérés, persuadés d'avoir la faveur divine, se soulevèrent d'une seule voix, faisant trembler les fondements de l'Empire. Bien que finalement réprimée, la rébellion laissa l'État Han exsangue, militarisé et aux mains de seigneurs de guerre qui savaient saisir l'opportunité. L'empereur devint une marionnette, un trophée que se disputaient les généraux les plus ambitieux dans une danse complexe de trahisons et d'alliances instables. Le ciel avait retiré son mandat et la Chine se scinda en 3. Wei, Shu et Wu. 3 royaumes, 3 visions, 3 héritiers légitimes d'un même rêve brisé. Mais ici, à Munka, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce ne fut pas un effondrement qui engendra simplement chaos et misère. Ce fut un effondrement qui se transforma en légende. C'était comme si l'énergie politique, désormais inexploitée pour gouverner un empire unifié, s'était canalisée vers une créativité pure. La guerre devint un art, une gigantesque partie d'échecs jouée avec des armées. Des stratèges légendaires comme Zhuge Liang, le dragon endormi du Shu, devinrent des archétypes d'intelligence froide et de loyauté inébranlable, élaborant des plans si complexes qu'ils frôlaient la magie. Des guerriers comme Guan Yu, plus tard divinisé en dieu de la guerre, incarnaient un code d'honneur si intense qu'il transcendait le champ de bataille lui-même. Ce fut une ère de héros et de scélérats d'une ampleur épique, où la loyauté personnelle et l'ingéniosité étaient des plus précieuses que la simple force brute. De ce terreau fertile émergea l'une des œuvres littéraires les plus importantes de Chine, le Roman des 3 royaumes, qui immortalisa cette période non comme un échec mais comme un âge d'or d'héroïsme et de stratégie. Les 3 royaumes ne reconstruisirent pas la Chine par la force, ils le firent par l'imagination. Ils démontrèrent que même dans la plus profonde division, l'esprit chinois pouvait trouver des formes d'expression sublimes, créant un héritage culturel qui guiderait les générations futures. L'unité politique avait disparu, mais l'identité culturelle s'était renforcée de la manière la plus inattendue. Cependant, le cycle ne s'arrête jamais. Après des décennies de lutte acharnée, les 3 royaumes s'entre-déchirèrent et le Nord, unifié sous le royaume de Wei, s'imposa comme la force dominante. Mais la leçon était gravée dans les mémoires. La Chine pouvait s'effondrer, se fragmenter et sombrer dans le chaos, et pourtant, de ce chaos, elle pouvait tirer des récits
qui nourriront-ils son âme pendant des siècles. Le terrain était propice à l'émergence d'une nouvelle force, imprégnée du sang des nomades et de l'ambition des anciens Han, pour balayer les vestiges des royaumes et retisser la tapisserie de l'Empire. Une dynastie allait se lever qui non seulement chercherait l'unification, mais oserait rêver de faire de la Chine le phare incontesté du monde civilisé. Les ténèbres des trois royaumes furent le prologue nécessaire à l'aube la plus glorieuse que la Chine ait jamais connue. Après des siècles de fragmentation et de légendes, le cycle s'inversa à nouveau. Des bouleversements qui suivirent les trois royaumes émergea une dynastie qui non seulement unifia la Chine, mais la propulsa vers des sommets sans précédent. Les Tang. Et ils y parvinrent, non par la force brute des Qian, ni par la seule sagesse des Han, mais par une audace et une confiance qui résonneraient à travers les siècles. Sous leur règne, la Chine ne fut pas reconstruite, elle fut transfigurée. Elle devint le phare incontesté du monde, la capitale de l'élégance, de la poésie et de la puissance. Ce n'était pas une simple renaissance, mais la renaissance chinoise par excellence. Imaginez une ville qui fait passer Rome pour un village de province. Imaginez Chang'an. Avec plus d'1 million d'habitants, c'était la métropole la plus grande et la plus cosmopolite de la planète. Ses avenues, larges comme 30 chariots, étaient tracées avec une précision qui aurait fasciné n'importe quel ingénieur moderne. Ces rues n'étaient pas seulement fréquentées par des Chinois, des marchands persans coiffés de turbans et contant leurs récits du désert, des moines bouddhistes indiens récitant des sutras, des artistes turcs, des ambassadeurs arabes, des nomades ouïghours, tous y circulaient. C'était l'ONU du 7e siècle. La route de la soie, alors à son apogée, y aboutissait, déversant sur ses marchés les richesses et les idées de la moitié du monde. La soie chinoise voyageait vers l'ouest, tandis que le verre, les tapis, l'argent et surtout les nouvelles religions et les connaissances affluaient vers l'est. La dynastie Tang s'est ouverte sur le monde au lieu de le craindre. Sous l'empereur Taizong, puis sous la seule impératrice de Chine, Wu Zetian, la cour n'était pas un cercle fermé d'aristocrates chinois. Généraux turcs, conseillers coréens, artistes d'Asie centrale, le talent était le bienvenu quelle que soit son origine. Le bouddhisme, arrivé des siècles auparavant, a prospéré comme jamais auparavant, inspirant un art sublime à l'image des grottes sculptées dans la pierre telles que celle de Longmen, et une philosophie de compassion intimement liée aux pensées confucéennes et taoïstes. La poésie a atteint son apogée avec des figures comme Li Bai et Du Fu, dont les vers célébrant l'amour, le vin et la mélancolie de l'existence sont encore récités par les écoliers chinois aujourd'hui. La céramique Tang, avec ses glaçures sankai tricolores, était une merveille de finesse et de couleur. Il s'agissait d'une reconstruction fondée sur une confiance absolue. Les Tang n'avaient pas peur de l'étranger, de la nouveauté, de la différence. Ils l'ont intégré, assimilé et fait leur ADN chinois. Le gouvernement était parfait, le commerce enrichissait toutes les classes sociales et l'armée projetait une puissance qui faisait trembler les nomades des steppes. Un instant, il sembla que le mandat du ciel n'était pas un prêt, mais un don éternel. La Chine était le centre du monde et les Tang, ses maîtres incontestés. C'était l'âge d'or auquel toutes les dynasties précédentes avaient aspiré. Mais, Amunka, tu connais le cycle. Nul n'est éternel. L'ouverture d'esprit même qui avait fait la grandeur des Tang sema les germes de leur chute. Cette même dépendance envers des généraux étrangers pour protéger les frontières engendra finalement des monstres qui retournèrent leurs armes contre le pouvoir central. Les intrigues de cour devinrent mortelles, eunuques et factions se disputant le contrôle d'empereurs de plus en plus faibles. Puis vint le coup de maître, la rébellion d'An Lushan, un général favori d'origine métissée qui se retourna contre son empereur et plongea l'Empire dans 8 années de guerre si brutales qu'elle décima la population et ruina l'économie.
Le ciel avait une fois de plus rendu son verdict. L'âge d'or était révolu et la plus glorieuse reconstruction de la Chine commença à se fissurer, préparant le terrain pour une chute qui, une fois de plus, semblerait définitive. Mais le cycle est sans fin, et la prochaine fois que la Chine se relèvera, ce ne sera ni par les armes, ni par la poésie, mais par la force silencieuse et révolutionnaire de la technologie. La chute de la dynastie Tang ne fut pas un effondrement soudain, mais un déclin lent et douloureux, à l'image d'un arbre gigantesque dont les racines pourrissent de l'intérieur. La rébellion d'An Lushan au 8e siècle fut la blessure initiale, un coup perfide qui saigna l'Empire à blanc pendant 8 années de guerre brutale. Mais le véritable mal était plus profond. Les intrigues de cour étaient devenues un poison quotidien. Des eunuques ambitieux manipulaient des empereurs faibles. Des factions de fonctionnaires s'entre-déchiraient dans des luttes insensées et des généraux régionaux, dont beaucoup étaient achetés d'origine étrangère comme An Lushan lui-même, accumulèrent un tel pouvoir que leurs territoires devinrent des royaumes quasi indépendants. Le séparatisme brisa l'unité Tang. Et puis, comme toujours, les signes du ciel s'abattirent d'eau sur la Chine. Famine ravageant le nord, impôts écrasants appauvrissant la paysannerie, économie en ruine. Le mandat avait atteint son terme. Au Xe siècle, la Chine était de nouveau morcelée, divisée en une douzaine de royaumes éphémères durant la période dite des 5 dynasties et des 10 royaumes. Le chaos était le même qu'auparavant, le même hiver de déclin. Mais de cet hiver ne naîtrait pas un nouveau conquérant armé d'une épée. Naîtrait un administrateur armé d'un boulier, la dynastie Song. Et sa reconstruction serait la plus surprenante de toutes, car elle ne reposait pas sur la conquête militaire, mais sur une révolution technologique. La dynastie Song, face à l'effondrement, comprit que la prochaine unité ne viendrait pas de la force, mais de l'innovation. De la reconstruction du monde à partir de zéro. Imaginez une renaissance paisible. Tandis que l'Europe sombrait dans le Moyen-Âge, la Chine, sous la dynastie Song, rayonnait grâce à l'éclat des découvertes. Les Chinois perfectionnèrent la poudre à canon, la transformant d'un simple feu d'artifice en une arme qui allait révolutionner l'art de la guerre. Ils mirent au point la boussole magnétique permettant à leurs navires de naviguer en haute mer avec une précision inégalée et de tisser des réseaux commerciaux jusqu'en Afrique. Mais leurs 2 inventions les plus transformatrices furent plus pacifiques, l'imprimerie à caractère mobile et le papier-monnaie. L'imprimerie démocratisa le savoir comme jamais auparavant. Les livres, autrefois recopiés à la main par les moines et les érudits, pouvaient désormais être reproduits à bas prix. Idées, techniques agricoles, manuels médicaux, classiques confucéens, tout se diffusa à une vitesse fulgurante. L'alphabétisation progressa, la bureaucratie gagna en efficacité et la culture s'uniformisa dans tout l'Empire. Ce fut la première grande révolution de l'information, puis vint le papier-monnaie. Les Song comprirent que le transport de lourdes pièces de cuivre entravait le commerce. Ils inventèrent donc la monnaie fiduciaire, un morceau de papier représentant une valeur. Cela paraissait fou, mais ça a fonctionné. L'économie s'est libéralisée, des transactions à grande échelle ont été possibles et le commerce et l'industrie ont connu une explosion fulgurante. Les villes Song se sont développées comme jamais auparavant. Kaifeng, leur capitale, était une métropole vibrante, avec ses grues mécaniques, ses moulins à eau, ses restaurants à plusieurs étages et une vie nocturne trépidante. Les Song n'ont pas reconstruit un empire, ils ont donné naissance à la première société proto-industrielle du monde. La reconstruction s'est faite par l'inventivité, non par les armes. Ils ont prouvé qu'après un effondrement, un nouveau monde pouvait être bâti non par les armes, mais par l'ingéniosité. Mais le paradoxe était cruel. Une telle brillance technologique ne pouvait les sauver de la plus ancienne menace de l'histoire chinoise, les cavaliers des steppes. Leur sophistication les a enrichis, mais elle a aussi fait d'eux une cible facile.
Et au nord, une force dévastatrice se préparait. Une force qui ignorait tout des presses imprimées et du papier-monnaie, ne connaissant que la force brute et la conquête. Les Song, ces génies de la technologie, étaient sur le point d'affronter les Mongols, et ce serait la défaite la plus humiliante de toutes. Ils venaient Chogonna du nord. Tels un tourbillon surgissant des plaines infinies, les Mongols n'étaient pas une armée. Ils étaient une force de la nature. Sous le génie militaire de Gengis Khan, puis de son petit-fils Kubilai Khan, ils avaient conquis le plus vaste empire de l'histoire, s'étendant de la Hongrie à la Corée. Et à présent, leur regard se portait sur le butin le plus alléchant, la Chine riche, cultivée et avancée de la dynastie Song. Pour la première fois, la Chine n'était confrontée ni à un effondrement interne, ni à l'ambition d'un seigneur de guerre local. Elle faisait face à une invasion étrangère de grande ampleur, une conquête par une puissance qui ne partageait ni sa langue, ni ses dieux, ni ses coutumes, ni son pacte avec le ciel. Les Song luttèrent avec toute leur technologie, armes à poudre, arbalètes à répétition, fortifications imposantes, mais rien ne put arrêter la vague mongole. Ce fut une guerre d'anéantissement. Des villes entières furent massacrées, la population décimée, l'élite culturelle exterminée ou réduite en esclavage. En 1279, avec la bataille navale de Yamen, la dynastie Song fut rayée de la carte. Kubilai Khan fonda la dynastie Yuan et la Chine, pour la première fois de son histoire, fut entièrement gouvernée par des étrangers. Ce fut une humiliation cosmique. Le mandat du ciel, ce pacte sacré entre l'empereur et le cosmos, semblait rompu à jamais. Comment le ciel a-t-il pu permettre à des barbares qui ne comprenaient rien à la poésie, qui méprisaient l'agriculture, qui ne lisaient au palais classique, de régner sur l'empire du milieu? Les Mongols ont bouleversé l'ordre social, ils ont placé les Chinois Han au bas de l'échelle, en dessous même de leurs autres sujets conquis. Ce fut une profonde blessure pour l'âme de la civilisation. Cela semblait être la fin définitive, l'exception qui briserait le cycle à jamais. Une mort sans résurrection. Mais ici, à Amunka, la résilience chinoise a révélé toute sa profondeur, car l'effondrement le plus humiliant n'était qu'un prélude. Les Mongols pouvaient conquérir le territoire, mais ils ne pouvaient conquérir la culture. L'identité chinoise, forgée au fil de 4000 ans de cycles, était trop profonde, trop résistante. Elle s'est repliée sur elle-même, se renforçant dans la clandestinité, dans les temples, au sein des familles, dans la mémoire des anciens qui se souvenaient du monde d'antan. La dynastie Yuan a duré moins d'un siècle. Son empire, trop vaste, s'est fragmenté, et des ombres de cette occupation, un nouveau cri de guerre s'est élevé. Ce n'était pas le cri d'un philosophe ou d'un inventeur, c'était le cri d'un moine guerrier, d'un paysan enragé qui se souvenait de ce que signifiait être âne. Le cycle, une fois de plus, était sur le point de s'inverser. L'humiliation n'avait pas tué la Chine. Elle l'avait seulement plongée dans un profond sommeil et son réveil serait légendaire. Le cri ne tarda pas à retentir, ce n'était pas celui d'un érudit ni d'un général de noble lignée. Il s'éleva des champs, des villages opprimés, de la rage contenue de décennies d'humiliation. Un moine bouddhiste mendiant, Zhu Yuanzhang, qui avait perdu sa famille à cause de la famine et de l'abandon mongol, devint la voix de cette rage. Il rejoignit les Turbans Rouges, une société secrète qui conspirait contre le pouvoir Yuan, et avec une ruse et une détermination brutale, il bâtit une armée à partir de rien. Il ne se battait pas seulement pour le pouvoir, il se battait pour restaurer l'empire du milieu, pour rendre la Chine aux Chinois. La révolte fut l'explosion d'un orgueil national blessé, et les Mongols, divisés et englués dans leurs luttes intestines, furent incapables de la contenir. En 1368, les troupes de Zhu Yuanzhang chassèrent les Yuan de leur capitale, Dadu. La même année, Zhu se proclama empereur Hongwu, fondant la dynastie Ming, la dynastie de la lumière.
Et cette lumière n'était pas qu'une métaphore, elle était faite de pierres, de briques et d'ambition. Les Ming étaient obsédés par la restauration. Leur mission n'était pas seulement de régner, il s'agissait d'effacer toute trace d'humiliation mongole et de reconstruire la fierté Han avec une grandeur tangible et durable. La première étape consistait à sécuriser les frontières. Les Mongols continuaient de rôder au nord, rappelant constamment leur vulnérabilité. Aussi, les Ming ne se contentèrent-ils pas de réparer la Grande Muraille, ils la reconstruisirent entièrement. Ils la transformèrent en ce serpent de pierre colossal que nous connaissons aujourd'hui. Un ouvrage de maçonnerie pharaonique avec des milliers de tours de guet, de casernes et de passages fortifiés. Il ne s'agissait pas seulement d'une barrière défensive, c'était une affirmation psychologique gigantesque. Plus jamais ça, nous sommes là, nous sommes forts, et vous ne passerez plus. Mais leur geste le plus audacieux, le symbole ultime de leur reconstruction, résidait au cœur même du pouvoir, la cité interdite à Pékin. Zhu Di, l'empereur Yongle, déplaça la capitale vers le nord, près de la frontière, en signe de défi. Et là, employant 1 million d'ouvriers pendant 4 ans, il érigea le plus grand complexe palatial du monde. Ses toits de tuiles vernissés d'un jaune impérial, couleur du centre de l'univers, ses salles d'audience qui inspiraient à la fois terreur et vénération, ses vastes cours, tout était conçu pour proclamer que le mandat du ciel était revenu à ses légitimes propriétaires. C'était l'antithèse absolue des tentes de feutres nomades des Mongols. C'était la permanence, l'ordre et la puissance restaurés dans toute leur splendeur. Puis, leur patrie sécurisée, les Ming firent la chose la plus incroyable. Ils se tournèrent vers Rekina et vers l'extérieur, non avec crainte, mais avec une curiosité insatiable. L'empereur Yongle chargea l'amiral Zheng He, un eunuque musulman d'un talent et d'une loyauté immense, de construire la flotte la plus colossale que le monde ait jamais vue. Ces navires, de véritables trésors, étaient des mastodontes de bois de 120 mètres de long, dotés de 9 mâts et capables d'embarquer des milliers d'hommes. Entre 1405 et 1433, Zheng He mena 7 expéditions épiques qui atteignirent l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la péninsule arabique et la côte orientale de l'Afrique. Il ne s'agissait pas de voyages de conquête, mais de voyages de prestige et de diplomatie. Ils distribuèrent d'ossuaries, porcelaine et produits de luxe en échange de tribus et de merveilles, exotiques, girafes, lions et épices. Ce fut la plus grande démonstration de puissance navale pacifique de l'histoire, une preuve pour le monde entier que la Chine, loin d'être vaincue et humiliée, était la civilisation la plus avancée et la plus magnanime de la planète. C'était la renaissance d'une fierté incarnée par des navires sillonnant les océans du globe.